Je me réjouis de vous accueillir. L'objectif de ce panel sera d'aborder le rôle des systèmes fiscaux pour répondre aux inégalités et les politiques fiscales qui peuvent réduire ces inégalités en prenant en compte les circonstances spécifiques des pays, mais aussi potentiellement les compensations politiques qui peuvent être en place. Donc, je vais commencer par vous présenter nos trois intervenants. Nous avons Edward Abrokwa, économiste principal et responsable de la recherche sur la politique fiscale au ministère des Finances au Ghana. Nous avons Alex Clem, qui est également directeur de la division de la politique fiscale au département des affaires fiscales de FMI. Nous avons José Troya, ancien chef du département des grands contribuables et de la fiscalité internationale au service des impôts en Équateur. Il est également coordinateur du sous-comité des Nations Unies sur les impôts sur la fortune et la solidarité. Donc, bienvenue à tous les trois et merci de votre participation à cette discussion. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire bonjour pour nous assurer que vos microphones fonctionnent? Bonjour à tous, je me réjouis d'être ici. Bonjour à tous, je me réjouis d'être ici et de participer à ce panel. Parfait, merci à tous. Donc, ce panel est a augmenté les appels à l'action en matière de fiscalité et d'inégalité. Les dernières données des pays de l'OCDE montrent que les 10% les plus riches possèdent plus de la moitié de la richesse nette totale des ménages et que les 1% les plus riches possèdent près de 20% de la richesse totale des ménages. Ces données montrent également que la part de richesse détenue par les 10% les plus riches a augmenté au cours de la dernière décennie dans les 2 tiers des pays de l'OCDE pour lesquels les données sont disponibles. De même, le dernier rapport sur les inégalités dans le monde montre une augmentation de l'inégalité des richesses au niveau mondial, la part de la richesse des ménages détenus par les 0,001% les plus riches étant passée de 3,5% à 6,5% entre 1995 et 2021. Comme nous le savons, la fiscalité est un instrument clé avec d'autres outils politiques pour les gouvernements pour lutter contre les inégalités. Renforcer le rôle des systèmes fiscaux dans la lutte contre les inégalités permettrait de progresser vers les objectifs de développement durable, ODD, en particulier l'ODD 1, mettre fin à la pauvreté, et ODD 10, réduire les inégalités. Et comme de nombreux pays cherchent des sources de revenus supplémentaires pour répondre à leurs besoins de dépenses publiques à long terme, principalement comme le vieillissement de la population ou le changement climatique, il est d'autant plus important de veiller à ce que chacun contribue à sa juste part. L'OCDE a beaucoup travaillé dans ce domaine, se concentrant ces dernières années en particulier sur l'imposition du capital et des revenus du capital. Et vous avez peut-être vu certains de nos rapports récents sur l'imposition de l'épargne des ménages, des héritages et de la richesse. L'an dernier, nous avons également publié un document comparant le traitement fiscal des revenus du travail et du capital dans tous les pays de l'OCDE. Pour nous, ça a été un domaine important. Certains de nos travaux ont également porté sur les moyens de soutenir une croissance plus inclusive par le biais d'un système fiscal et comment ce dernier peut inciter la participation des femmes au marché du travail et accroître la participation à l'économie formelle. Mais nous savons que les défis varient considérablement d'un pays à l'autre et qu'il convient d'accorder une plus grande attention aux défis spécifiques auxquels sont confrontés les pays en développement et les pays émergents. Et notre discussion portera là-dessus aujourd'hui. Je vais poser une série de questions à nos orateurs pour cette session concernant les instruments fiscaux qui visent souvent explicitement à réduire les inégalités. Mais nous examinerons également les systèmes d'imposition et de transfert de manière plus générale, car tous les impôts et transferts ont un impact sur la répartition. Donc, je vais poser ces questions. Si nous avons le temps, à la fin, nous pourrons prendre des questions de l'audience. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions si vous le souhaitez. Je pense que là-dessus, nous pouvons commencer avec notre première question. Alors, les discussions sur l'utilisation de la fiscalité pour réduire les inégalités ont tendance à se concentrer sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Cependant, une différence essentielle entre les pays développés et les pays en développement est la faiblesse des recettes provenant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les économies émergentes et en développement par rapport aux pays développés. Selon les données de l'OCDE, l'impôt sur le revenu des personnes physiques représente environ un quart des recettes fiscales totales dans les pays développés, mais moins de 14% de l'impôt total dans les pays en développement. Pourriez-vous nous donner un aperçu des facteurs qui expliquent cette situation, donc le rôle limité des impôts sur le revenu des personnes physiques dans les pays en développement? Et pourriez-vous également aborder les moyens de changer cela pour pouvoir renforcer le rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les pays en développement? Alex, peut-être que vous pouvez commencer, et ensuite nous entendrons ce que Rosé et Edward ont à nous dire sur cette question. Merci. Merci beaucoup pour cette question, Sarah. Il y a différents aspects à cette réponse. C'est assez naturel en un sens. Les personnes qui ont des revenus faibles ne devraient pas payer d'impôts sur les revenus qui leur permettent de survivre. Alors, lorsque l'on pense à des pays où les revenus moyens sont beaucoup plus bas, eh bien, c'est assez logique que ces impôts sur le revenu des personnes physiques soient réduits dans les pays en développement. Mais ce n'est pas la seule raison à cela. Même lorsqu'on regarde les revenus élevés, il y en a également dans les pays pauvres, souvent ils ne font pas l'objet d'un impôt non plus. Et c'est un problème parce que, comme vous l'avez dit au départ, c'est l'un des outils les plus progressistes que l'on ait pour augmenter les recettes. C'est peut-être même le seul pour répondre aux inégalités en haut de l'échelle. Il y a de nombreuses façons de lutter contre la pauvreté, par le biais de services publics, etc. Mais si l'on compare les percentiles les plus hauts aux percentiles les plus bas, eh bien, rares sont les choses que l'on puisse faire pour pousser à davantage d'égalité. Il n'y a que les impôts. Si l'on souhaite collecter davantage d'impôts, eh bien, l'une des façons de le faire, ce sont de changer les politiques fiscales. Si l'on a suffisamment de subventions pour les personnes en bas de l'échelle, suffisamment pour les protéger, ceux qui ont des revenus trop bas, tant que nous faisons cela, les comparaisons internationales nous montrent que les seuils auxquels les taux les plus hauts d'aide sont assez bas, même dans les pays en développement. Donc, nous pouvons les augmenter. Certains pays estiment qu'il est plus facile de collecter des impôts que d'autres, mais même des petites mesures pour renforcer ces impôts sur les personnes physiques seraient très utiles pour établir une base pour un système plus progressiste à l'avenir. En décembre dernier, nous avons publié un document sur le renforcement des capacités de collecte des impôts. Nous avons vu qu'il pourrait être poussé de 9% du PIB par le biais de réformes. Bien sûr, cela inclut tous les impôts et pas seulement les impôts sur le revenu et différents types de politiques. Mais cela vous donne un indice de l'ampleur des revenus supplémentaires que l'on pourrait obtenir dans ces pays. J'ai abordé la question des recettes, mais je peux également parler de la mise en œuvre de ces politiques. Dans certains pays, seuls les fonctionnaires payent des impôts et les employés de grandes entreprises, alors que les docteurs, les avocats, les architectes, par exemple, ne contribuent pas, même s'ils ont une bonne situation. Donc, la mise en œuvre de ces politiques est clé. Personne ne souhaite payer des impôts. Et quand on sait que personne d'autre ne paye des impôts, c'est décourageant. Donc, vraiment mettre en œuvre, s'assurer que ces politiques sont respectées, aide. Nous reviendrons sur cette question plus tard. Un autre aspect important, il faut bien utiliser ces recettes. Si l'on a des biens publics visibles ou une réduction visible de la pauvreté, cela améliore la contribution des contribuables et le civisme fiscal, parce qu'ils voient que leurs impôts sont utiles. Parfois, il y a un manque de transparence, bien que les impôts soient utilisés à bon escient. Et donc, il est important de communiquer sur l'utilisation de ces impôts. Cela m'amène à mon dernier point.
il faut avoir un cadre institutionnel robuste. C'est le point de départ pour s'assurer que la performance fiscale est bonne. Il faut mettre au point une unité fiscale ou la renforcer, le cas échéant, pour analyser les recettes, les risques et publier les résultats clés, parce que cela peut être très important pour améliorer les politiques. Donc, je pourrais revenir sur ces points plus tard si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Alex. José, merci. Je suis d'accord avec la majorité de ce que Alexander vient de dire. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ce phénomène. Les mesures pour répondre aux inégalités en général permettent également une imposition sur les revenus sur les personnes physiques. Réduire les inégalités peut permettre également d'aider à la collecte d'impôts. Donc, ces politiques plus larges permettent également de lutter contre l'évasion fiscale. Dans les pays en développement, c'est exaspéré par la corruption et le manque de civisme fiscal. Donc, il peut y avoir des politiques contre la corruption qui doivent être renforcées et mises en œuvre par l'administration. La coopération internationale, comme Alexander l'a dit, est cruciale. L'environnement actuel, pour la transparence notamment et l'échange de renseignements, sont une opportunité pour les pays en développement pour qu'ils puissent mieux appliquer les lois et faire appel aux clauses des traités internationaux le cas échéant. C'est un outil crucial pour réduire l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Je pense que davantage de coopération serait encore plus efficace dans le domaine notamment de la collecte des impôts. Je pense que concernant la culture de la fiscalité, non seulement les administrations fiscales, mais aussi les contribuables, les conseillers fiscaux, les conseillers au patrimoine doivent améliorer leurs connaissances, non seulement dans le domaine fiscal, mais aussi dans le domaine informatique, pour améliorer l'efficacité du système fiscal dans son entier et le respect des règles. Un autre point à mentionner, historiquement, il y a eu un paradigme pour les pays développés pour qu'ils augmentent la TVA et les autres taxes indirectes. Ce paradigme change, mais il reste assez prégnant. Et je pense qu'un changement de paradigme devrait avoir lieu pour améliorer les performances de ces pays. Enfin, comme Alexander l'a mentionné, les cadres institutionnels des pays doivent être renforcés en prenant en compte que dans les pays en développement, les politiques eux-mêmes et les cadres institutionnels jouent un rôle clé. L'utilisation des informations partagées au niveau international est également cruciale pour répondre à ces défis. Et voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosé. Edward, est-ce que vous voulez dire un mot également sur le revenu, l'impôt sur le revenu? Oui, merci beaucoup. Je pense que ce que José a dit sur le point technique est intéressant et je pourrais simplement ajouter ou compléter un peu sur la conversation concernant l'impôt sur le revenu du point de vue africain. Concernant le Ghana, l'impôt sur le revenu ne représente que 15% des recettes fiscales totales. Et d'un point de vue concret, eh bien, il faut comprendre également pourquoi cette part relativement basse est le cas. Comme Alex l'a dit, la question de l'informalité est cruciale. Mais la plupart de ce qu'on retrouve dans les activités informelles concerne souvent des personnes indépendantes. Et l'utilisation des activités informelles se professionnalise également. Il y a des professions qui sont devenues
d'une certaine manière, des pratiques informelles. Par exemple, au Ghana, un des défis majeurs concerne notamment les personnes qui ne font pas partie du système fiscal, près de 60 000 personnes. Et donc, à part la question de l'informalité, il y a également la question de l'enregistrement. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire leur comptabilité, notamment lorsqu'ils sont indépendants. Et si on relie ça à la nécessité de mettre en œuvre des processus clairs de la part de l'administration, des comptes audités, eh bien, ça leur représente une partie importante des personnes qui travaillent dans le secteur informel ou qui sont indépendantes. Et c'est assez étonnant. 3 millions de personnes se sont enregistrées pour l'impôt sur le revenu, mais il n'y a que 2 millions de personnes qui sont indépendantes. Il n'y a que 600 000 personnes indépendantes dans ce total. Et cela, c'est sur une population de 12 millions de personnes actives en emploi. Donc c'est un défi majeur. Bien sûr, on peut également dire que le revenu en général est assez bas dans la plupart de ces pays et donc les recettes sont impactées. Mais une des manières d'améliorer cela concrètement, du point de vue du Ghana, c'est en simplifiant l'administration fiscale pour que ce soit plus simple de faire sa déclaration et que les personnes fassent leur comptabilité plus facilement. Et donc, une des manières de s'attaquer à ces sujets pour l'administration fiscale, c'est d'utiliser des systèmes pour mettre de côté ou séparer les personnes qui sont indépendantes, celles qui travaillent dans le secteur informel, mais elles ne payent pas leurs impôts parce qu'elles ne sont pas identifiées par l'administration. Un autre aspect concerne également la numérisation. On a pu voir une grande numérisation de l'économie et il faut pouvoir utiliser ça pour trouver les contribuables. Si on n'identifie pas les contribuables, on ne pourra pas les motiver à payer leurs impôts. Voilà certaines des actions à prendre. Et ce que nous avons également essayé de faire, c'est de cibler la population, notamment à haut revenu, avec ce qu'on appelle le programme des individus particulièrement fortunés, qui cible certaines personnes dans l'économie et les trouver pour lever plus de recettes fiscales. On peut également dire qu'il y a la question de la gouvernance et la transparence aussi. Voilà donc pour mes commentaires initiaux sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Edward. Vous avez commencé à répondre à la deuxième question. Ça se chevauche un peu entre les deux questions. La deuxième question porte sur l'informalité. Je trouve ça très bien que vous ayez pu relier ces deux sujets. Et vous avez commencé en nous parlant de l'informalité. Bien sûr, c'est un défi majeur pour les pays émergents et en développement, et de différents points de vue d'ailleurs, du point de vue de l'efficacité, de l'égalité, de la mobilisation des recettes, et bien sûr, cela représente une contrainte pour les systèmes fiscaux en matière de réduction des inégalités. Donc, vous avez commencé à répondre à cette question sur la manière dont les pays en développement peuvent utiliser les systèmes fiscaux afin d'encourager à la participation du système informel. Est-ce que vous pourriez développer un peu là-dessus? Et à l'OCDE, on s'est penché notamment sur les régimes simplifiés. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus et nous dire si, selon vous, ce sont de bons outils pour inciter à la participation au secteur formel? Et il y a une sous-question là-dessus également, peut-être. Est-ce que vous pensez que sur le court terme, il pourrait y avoir un compromis entre l'incitation à la formalisation et d'un autre côté, la réduction des inégalités? Et si, selon vous, au court terme, il pourrait y avoir un compromis entre ces deux objectifs du point de vue des politiques fiscales? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, peut-être concevoir des mesures afin de trouver un équilibre entre ce compromis court terme, encourager à la formalisation et réduire les inégalités? Vous avez la parole, Edward, et ensuite on entendra Alex et José. Merci beaucoup. Je pense que vous avez raison quand vous parlez de l'utilisation des systèmes et d'incitation. Du point de vue du Ghana,
Cela fait partie des choses qu'on a utilisées, mais de manière peu généralisée. Et l'administration fiscale ghanéenne a commencé à travailler sur la partie la plus informelle de l'économie avec un taux unique, mais pour se concentrer un peu plus sur la manière dont on peut inciter à la participation We've touched on the dans l'économie formelle, cela est lié à l'utilisation de la technologie, mais il faut également for people to garder à actually l'esprit la question de la conformité et les coûts de conformité pour les personnes, à savoir à s'intégrer au système fiscal, comme j'ai dit plus tôt, mais qu'il se penche également sur certaines améliorations technologiques. Au Ghana, nous avons créé un système fiscal en ligne où le contribuable peut aller sur le site Internet et suivre un processus simplifié pour faire sa déclaration. Ensuite, le système vous aide automatiquement à évaluer vos obligations fiscales et ensuite, le système vous aide à faire un paiement en ligne également. Et donc, une fois encore, cela est très utile. Ça s'appelle iTaps, ce système. Et il y a des entreprises, et je pense que l'argument de l'informalité est toujours très intéressant parce qu'il y a des entreprises formelles qui ne sont pas enregistrées officiellement. Et donc, je ne sais pas comment on peut les intégrer à ce sujet, mais en tout cas, il y a des entreprises relativement formelles qui ne sont pas intégrées non plus. Et une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser des pénalités qui sont annulées pour que les personnes s'enregistrent officiellement et deviennent des contribuables, des entités qui payent leurs impôts. Mais si on veut vraiment aller au-delà et essayer de formaliser le secteur informel, eh bien, je pense que il faut avoir une discussion macroéconomique à travers notamment l'amélioration de l'accès au financement. Souvent, ce sont des petites échelles. C'est pour ça que c'est assez informel, en famille, par exemple. Et donc, s'il y a des réformes macroéconomiques, ça peut permettre notamment le microcrédit, et je pense que ces entités pourraient devenir plus formelles. Il peut y avoir également des réformes du marché du travail. Un des défis dans le secteur informel concerne également le fait que les normes et règles du travail ne soient pas appliquées. Et les personnes sont privées de certains avantages, notamment les contributions à la sécurité sociale, le système des retraites. Ces personnes ne contribuent pas à ces systèmes et le résultat, c'est qu'il y a des impacts sociaux lorsque les personnes arrivent à un certain âge où ils ne peuvent pas bénéficier de ces avantages. Et donc, avec ces mesures, le gouvernement peut faire des réformes du marché du travail pour que ces normes soient mises en œuvre, ce qui automatiquement pousserait les gens à rentrer dans le système plus formel. De plus, comme vous l'avez dit, certains compromis concernent bien sûr le fait de formaliser. Eh bien, à ce moment-là, sur le court terme, il peut y avoir un impact négatif sur l'emploi. Bien évidemment, du point de vue légalité, le niveau d'emploi risquerait d'augmenter et ensuite on peut s'attendre à un ajustement naturel. Et pour cela, le gouvernement devrait lancer des formations, acquisition de compétences pour que les gens puissent monter en compétences et arriver à un certain niveau de revenu. Enfin, selon moi, il faut s'intéresser à l'utilisation de dépenses sociales ciblées, ce qui est également un programme majeur dans notre pays, problème majeur. C'est un défi, mais comme je dis toujours,
Au Ghana, on a une approche de ciblage indirect, notamment pour certains secteurs tels que l'éducation, le secteur médical, le transport, etc. Je pense que ça concerne notamment les services fournis par l'État. On peut subventionner le transport. Si on va à l'école publique, on peut avoir des subventions sur les frais. Et donc, si c'est fait correctement, eh bien, je pense que sur le long terme, ces incitations peuvent être positives. Lorsqu'on est riche dans cette région, on ne va probablement pas utiliser les services publics de toute manière, alors que lorsqu'on est imposé et qu'on bénéficie de ces services, ça peut être motivant. Je m'arrêterai sur ce point. Je vais peut-être laisser Alex et Rosé commenter sur ce sujet également. Merci. Oui, Rosé, je vous en prie. Alex, allez-y. Merci beaucoup. Je suis ravi d'intervenir. Je voudrais compléter sur certains des points mentionnés par Edwards. Ce n'est pas qu'une question de fiscalité, c'est tout à fait vrai. Si des personnes ont des revenus très bas, ils ne devraient pas payer d'impôts. Et s'ils ne se formalisent pas, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas payer d'impôts, à moins qu'il y ait un mauvais système d'impôts, mais si c'est le cas, dans ce cas-là, eh bien, il n'y a pas de problème à travailler sur la question de l'égalité. Il y a également la question de la sécurité sociale, le droit du travail, comme ça a été mentionné. Et dans ce contexte, il faut faire très attention aux impôts préemptifs. On est à un niveau approximatif. Certes, ça simplifie la vie de tout le monde, mais si des gens doivent payer ces impôts alors qu'ils ont un revenu très bas, alors ça pose problème. Même chose si c'est utilisé par les personnes plus riches comme une sorte d'incitation fiscale. Voilà, je m'arrêterai sur ce point. Merci. Je voudrais ajouter à ce que Edward a dit également. Parfois, on pense que l'informalité ne concerne que les contribuables potentiels à bas revenus. Mais selon moi, il y a de l'informalité à d'autres niveaux. Ça peut être le cas avec de grosses entreprises qui ne déclarent peut-être pas toujours leurs ventes. Et d'une certaine manière, si on cible ces gros poissons, entre guillemets, on peut aussi en même temps s'attaquer à la question des inégalités dans l'informalité. Dans notre expérience en Équateur, l'amélioration de la formalisation financière peut se faire de différentes manières pour que la population utilise plus les services financiers, mais avec des mesures fiscales, notamment avec un seuil de déduction au-dessus d'un certain niveau. Toutes les dépenses doivent être réalisées à travers le système bancaire formel. Cela peut être une manière de s'attaquer à ce défi en matière de politique fiscale. Que dire d'autre? Je suis d'accord avec Alexander. La simplification des régimes fiscaux doit être faite avec une grande attention, puisque on peut se retrouver avec des problèmes d'inégalité et que les contribuables à bas revenus payent plus. La simplicité pour certains segments fiscaux peut être en effet intéressante, mais parfois on a besoin de plus de complexité dans le système, parce que des fois il y a des abus, et c'est encore le cas parfois en Équateur. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Merci beaucoup à vous trois. Ce sont des messages très intéressants, notamment que l'informalité a de nombreux visages. On peut avoir une idée, une vision de cela, mais il y a également de l'informalité à des niveaux de revenus plus élevés, que ce soit chez les professionnels, et qu'il faut cibler l'informalité dans ce domaine également.
que ça permette également de mettre ça en rapport avec la réduction des inégalités. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir ces différentes formes d'informalité. Je pense que vous avez également soulevé des points intéressants concernant des éventuels risques associés avec les systèmes de régime de paiement de l'impôt en amont, à la source. Prochaine question. Je voudrais maintenant qu'on se concentre sur un sujet qui a beaucoup attiré l'attention dans les discussions en matière de fiscalité et inégalité, l'impôt sur la richesse, sur la fortune, notamment dans les pays en développement ou pays émergents. Je serais intéressé d'entendre votre point de vue sur l'impôt sur la fortune par rapport à d'autres instruments politiques alternatifs ciblant le haut de la pyramide. Et pour cette question, eh bien, j'aimerais beaucoup, José, que vous commenciez en nous parlant de la première partie de cette question, votre point de vue sur un impôt sur la fortune dans les pays en développement ou émergents. Et Alex, vous pouvez vous concentrer notamment sur la comparaison avec d'autres instruments. Vous pourrez ensuite compléter. Merci, Sarah. Merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet, puisque j'y ai travaillé au niveau de l'ONU avec un sous-comité. Et je pense que le lien entre l'impôt sur la fortune, José, je suis désolé, mais peut-être que c'est fait exprès, mais on ne vous voit plus à l'écran. Excusez-moi, non, ce n'était pas fait exprès. Comme je le disais, le lien, excusez-moi, il, il y a différents types d'impôts liés à la fortune, et on l'a identifié dans notre sous-comité, et je vais me concentrer sur notre travail, à savoir l'impôt sur les individus particulièrement fortunés et la comparaison avec d'autres instruments liés à la fortune. Je recommande personnellement aux pays en développement d'introduire l'impôt sur la fortune, même si parfois ça peut représenter un défi. Je pense que c'est un outil utile selon les circonstances spécifiques. Lorsqu'il y a notamment des difficultés économiques, lorsque les prix des biens sont très élevés, s'il y a par exemple un tremblement de terre dans le pays, cet impôt peut être utile pour avoir un partage plus équitable de la charge par rapport à l'économie plus généralement. Donc, dans ce cas, par exemple, de circonstances extrêmes. Selon moi, dans ces circonstances et plus généralement, la fiscalité sur la fortune ou l'impôt sur la fortune lance un message aux contribuables afin d'améliorer la confiance dans le système fiscal. Et cela permet de montrer que les objectifs d'égalité sont mieux ciblés. Et d'une certaine manière, je pense que l'impôt sur le revenu bénéficierait de ce type de mesure. Ça ne doit pas être l'objectif principal, mais ça peut être utile dans cet objectif. Je sais que les recettes qui pourraient découler de ce type d'impôt peut être relativement bas, mais avec ces autres objectifs, eh bien, je pense que ce sont des raisons suffisantes. Mais bien sûr, il faut prendre en compte les objectifs en matière de recettes publiques. Ça permettrait au moins partiellement de
réduire la pression sur les autres contribuables. De plus, un des avantages de l'impôt sur la fortune permet peut-être d'améliorer les actifs plus productifs et de s'attaquer à la question des inégalités. Et plutôt d'inciter à l'investissement plutôt qu'à la spéculation. Mais il faut être précautionneux. Et dans le rapport que nous sommes en train d'approuver à l'ONU, qui sera approuvé la semaine prochaine, on parle de l'introduction précautionneuse, d'exceptions notamment. Et il faut être conscient des règles, notamment ce qu'on appelle l'impôt de sortie, l'exit tax, lorsqu'un résident d'un pays quitte le pays. Alors, ça peut être une manière d'éviter notamment l'impôt sur la fortune. Et donc, ça peut répondre à ce défi, l'exit tax. Il faut faire également attention avec les mécanismes d'évaluation. C'est facile à dire. Les décideurs politiques en matière de fiscalité, s'ils souhaitent plus de justice, il y a un risque de moins de simplicité. Et lorsqu'il y a plus de simplicité, eh bien, il peut y avoir un impact sur la justesse de l'impôt. En tout cas, il faut être très concret, je pense, pragmatique. Essayer de simplifier, mais avoir également des techniques d'évaluation. Et avec les évolutions techniques, eh bien, ça peut également favoriser cela. Concernant la double imposition, les critères mondiaux doivent également s'appliquer à l'impôt sur la fortune pour que les résidents soient imposés sur leurs actifs dont ils sont propriétaires dans leur pays, mais également à l'étranger. Et si deux pays ont des mêmes critères, il y a un risque de double imposition et il faut le prendre en compte. De plus, comme j'ai dit plus tôt, un taux flexible peut être un outil pratique. On peut réduire le taux si on considère que ça a un impact sur l'investissement dans un pays. Il y a également la possibilité donc de faire baisser ce taux dans une certaine fourchette. Les gouvernements devraient être en mesure d'utiliser ce taux flexible et bien sûr des taux progressifs également. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans certains cas de crise, tremblements de terre par exemple, ou des situations similaires. Selon moi, dans ces situations, il est également important que les contribuables particulièrement fortunés, à revenus élevés, devraient également soutenir ou porter une charge plus importante en matière de fiscalité. Même chose de l'autre côté. Comme j'ai dit plus tôt, lorsque les prix des biens sont très élevés notamment. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Alex, merci. Nous venons d'écrire une note la semaine dernière sur la manière d'imposer la fortune. Alors, je vais commencer en faisant une déclaration générale sur l'imposition sur la fortune. Il n'y a pas de réponse unique sur le montant
sur le revenu ou sur les actifs. Cela dépend des pays et il y a bien sûr des compromis en matière d'efficacité. Mais quelle que soit votre vision en tant que pays, il faut le mettre en œuvre, en vigueur. Et si les plus fortunés utilisent des vides juridiques ou évitent l'impôt, eh bien c'est problématique. Et la classe moyenne paye des taux d'impôt bien plus élevés que ceux qui sont vraiment fortunés. Ça, ce n'est pas possible. Et même s'il n'y a pas de réponse politique sur les taux, l'économie nous en dit beaucoup. Elle nous donne beaucoup d'indications. Et je pense que comme de nombreux domaines économiques, la réponse la plus simple n'est pas nécessairement la meilleure. Même si on est préoccupé par la question de la fortune et l'égalité, cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut directement imposer les plus fortunés ou la fortune. Même chose pour la question de l'égalité. Un impôt sur la fortune similaire avec les mêmes personnes fortunées, nous savons que souvent les personnes les plus fortunées ont plus de déductions fiscales parce qu'ils sont mieux conseillés. Deuxièmement, du point de vue de l'efficacité, un impôt sur la fortune, même s'il n'est pas décrit ainsi, est similaire à un taux fixe assumé. Cela signifie que toute personne qui investit et déclare des revenus très élevés, cette personne n'est pas imposée sur cette partie. Et il n'y a qu'un taux fixe sur une déclaration normale. Et donc, ça aura un impact opposé. Des gens vont nous dire, oui, il ne faut pas imposer trop ces déclarations, mais s'il y a une rente économique, c'est ça qu'il faudrait imposer, parce qu'il n'y a pas de distorsion dans ce cas-là. Et donc, la question de l'efficacité et de l'égalité s'applique à la plupart des cas, pas tous, et dans la plupart des cas, eh bien, il vaudrait mieux régler la question de l'impôt sur le capital plutôt que sur les actifs. Et on ne peut pas s'attaquer à la question de l'impôt sur le capital en se débarrassant de certains vides juridiques, puisque dans de nombreux pays, il y a une préférence importante sur les gains du capital. C'est déjà un avantage fiscal et en plus de cela, dans certains pays, on réduit le taux, ce qui agrandit les inégalités. On voit souvent que les personnes les plus riches reçoivent beaucoup de leurs revenus à travers des gains du capital. Si on s'attaque à ce sujet, pas besoin de penser à l'impôt sur la fortune, mais ça peut être difficile selon les contextes. Et dans ce cas, l'impôt sur la fortune permet de contourner ce problème. Je n'ai pas le temps, mais je voudrais simplement vous dire que dans notre note, on parle de l'impôt sur la fortune pour les super riches, ce qui est un peu différent du point de vue de l'impact. Et on parle également des leviers sur le capital, ce qui est lié à la question de l'impôt sur la fortune. Et José l'a dit, notamment en cas de catastrophe, par exemple. Je conclurai, parce que j'ai déjà parlé du revenu du capital et également celui sur les actifs, mais il y a une troisième composante, l'imposition sur les transferts de fortune, par exemple les héritages. Ça peut être un bon complément parce que c'est une manière relativement efficace de lever des impôts et ça répond également à la question de la fortune intergénérationnelle, donc de l'argent qui peut rester dans des familles pendant des centaines d'années. Donc une combinaison des deux, c'est souvent une bonne idée. Je serais ravi de faire un suivi. Merci. Edouard, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose concernant l'impôt sur la richesse? Oui, c'est intéressant parce que cet argument a trait à l'argument sur la justice sociale. En général, les riches doivent être plus taxés, mais il y a aussi un argument économique concernant l'efficacité économique.
le taux de rendement des taxes. Quant à l'aspect pratique, de mon point de vue, je pense que je suis plutôt d'accord avec le point de vue d'Alexander, du point de vue économique. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que l'aspect pratique est une couche supplémentaire au millefeuille déjà compliqué dans certains pays. Donc, par exemple, il y a de nouveaux défis en termes de est-ce que la taxe peut être suffisamment robuste pour éviter l'évasion fiscale? Bien sûr, on taxe les plus riches dans une économie, eh bien, ils ont toutes les ressources qui peuvent leur permettre d'éviter ces impôts. Du point de vue de l'administration, est-ce que les autorités fiscales locales ont la capacité d'ajouter cet aspect supplémentaire? Donc, de mon point de vue, et là encore, je pense que c'est ce qu'Alex nous a dit, on doit se concentrer sur les sources de richesse. Si on peut faire cela, on édifie un système fiscal plus efficace et plus juste. La tendance à se concentrer sur les riches semble très attractive, mais en fait, l'aspect pratique est parfois un peu difficile pour les pays en développement. Je sais que nous sommes un petit peu en retard, donc je vais m'arrêter là pour que l'on puisse passer à d'autres questions également. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions sur les impôts sur la richesse, mais donc je vais devoir me limiter et passer à la prochaine question. C'était très intéressant en tout cas. Merci beaucoup. Nous avons parlé, et là encore, je pense que c'est un bon résumé des avantages et des inconvénients des taxes sur la richesse. Donc, c'était une discussion très utile, mais nous avons beaucoup parlé de différents outils. Nous avons parlé de la taxe sur le revenu, des taxes sur les capitaux. Nous parlons souvent de ces différents outils séparément, mais au final, c'est vraiment l'impact global de tous ces systèmes de taxes et de transferts qui importe. Donc, que peut-on dire sur cette distribution du système fiscal dans les pays en développement et l'efficacité de ces systèmes de transfert pour répondre aux inégalités? Et en ce qui concerne la réduction des inégalités, a-t-on également besoin d'une meilleure coordination entre la dépense et la collecte de ces taxes? Peut-être qu'Alex, tu peux répondre à cette question et ensuite Rosé. Votre micro est éteint, Edouard. Très bien, je vais essayer d'être très rapide pour que tout le monde puisse répondre. C'est une question très difficile que vous posez sur le système fiscal dans son entier. En tant qu'économiste, on souhaite toujours regarder le système fiscal dans son entier parce qu'on ne souhaite pas se centrer sur un outil en particulier et se demander si c'est bon pour le système. Si le système est progressif, eh bien c'est ce que l'on veut du point de vue économique. Mais je crains que au ministre, lorsque nous menons des analyses, on le fait toujours taxe par taxe. Donc il y a eu un débat au Ghana sur la TVA récemment et c'était très intéressant. Lorsque l'on pense à la TVA, si l'on regarde certains arguments de base sur la TVA, en fait c'est assez choquant parce que par exemple dans un pays comme le Ghana, la TVA, c'est sur les biens et services à partir d'un certain seuil pour l'offre. Et devinez qui se rend sur ces marchés? Eh bien, ce sont les riches. Mais essayez d'augmenter la TVA sur certaines choses, il y aura une résistance. Ce que je souhaite dire, c'est que il faut regarder le système fiscal dans son entier.
pour éviter d'avoir des obsessions sur certains impôts en particulier. Nous avons mené un travail très intéressant au Ghana avec l'Institut des études fiscales au Royaume-Uni et nous avons découvert que, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, en général, notre système fiscal est un peu progressif. Je n'étais pas nécessairement extrêmement choquée, mais cela a choqué de nombreuses personnes dans l'espace des politiques parce que ce système est en fait très agressif selon eux et qu'il n'est pas utile, etc. Le problème dans la plupart des pays en développement, comme vous l'avez dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre la collecte des impôts et la dépense publique. Il faut avoir un système de taxes qui serait transparent et connu de tous. Dans la plupart des pays en développement, ce que l'on voit en termes pratiques, c'est un système où nous avons du mal à identifier les groupes à bas revenus et donc faire des transferts directs vers ces groupes est difficile. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il faudrait pouvoir avoir une dépense publique plus large et mieux ciblée. La qualité de ces dépenses doit également être analysée pour être sûr que celles-ci sont au bon niveau. Bien que ce système soit progressif, si les gens estiment que les recettes sont utilisées de façon efficace, ils peuvent tout de même se demander s'ils souhaitent y participer. Et donc cela a un impact sur l'administration fiscale. Ce que je souhaite dire, c'est que cela ne pose absolument pas question. C'est très important de garder à l'esprit que la qualité des dépenses publiques doit correspondre aux recettes collectées. Les recettes doivent être dépensées correctement parce que sinon cela aura un impact négatif sur les recettes collectées et sur la capacité à en collecter davantage à l'avenir. Voilà, je vais laisser mes collègues répondre également à la question. Alex et José, si vous avez des questions. Juste brièvement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Edward a dit et bien sûr, il faut se concentrer sur toutes les taxes et pas seulement une seule, mais aussi sur les contributions à la sécurité sociale qui sont parfois erratiques et loin d'être optimales. Et si vous souhaitez vraiment faire les choses sérieusement, il faut aller encore plus loin parce que il y a des dépenses publiques qui dépendent de l'impôt sur le revenu, peut-être les repas gratuits à l'école, les subventions au transport public, ça dépend des pays, mais il faut prendre tout cela en compte à l'heure de mesurer les dépenses publiques. Et il faut également prendre cela en compte pour mesurer la collecte des recettes et leur utilisation. Très brièvement également, la gestion des taxes inclut les politiques. Je pense que ces initiatives concernant les impôts sur les richesses, peu importe les taxes en place, il faut se pencher sur l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Il est important de connaître le niveau de revenu et de voir ce qui pourrait être fait. Merci. Merci beaucoup. Donc pour la dernière question de cette session, je souhaite m'éloigner un petit peu des points de vue purement national et vous demander
à tous les trois. Si vous estimez qu'il y a des domaines où vous voyez un besoin d'une plus grande coopération entre pays en ce qui concerne la fiscalité et les inégalités, et peut-être plus spécifiquement en ce qui concerne la taxation des plus riches. Très brièvement, nous souhaiterions simplement avoir votre point de vue, si vous estimez qu'il faudrait augmenter la coopération sur ce sujet-là. Peut-être que José, vous pouvez commencer, ensuite Alex et en dernier, Edward. Merci. Comme j'ai dit précédemment, je souhaitais juste souligner que, au-delà de l'échange d'informations et de renseignements, la collecte de taxes, d'impôts est très importante. Il faudrait l'inclure parce que certains pays n'ont pas mis cela en œuvre. C'est nouveau pour de nombreux pays. Je suis tout à fait d'accord avec José. Renforcer l'échange de renseignements est important. Nous l'avons fait, mais il reste des angles morts, par exemple sur le patrimoine. Nous ne savons pas toujours qui est propriétaire de patrimoine. Et votre question a trait également à l'avenir, et je pense qu'il y a un aspect auquel on doit faire très attention, c'est l'investissement de nos ressortissants, parce que cela permet aux gens d'éviter le partage d'informations, et je pense qu'il faut vraiment se pencher là-dessus. Merci. Je suis d'accord avec José et Alexander. Le seul point supplémentaire que je souhaitais avancer sur les aspects clés d'échange de renseignements en particulier concernant les plus riches, ce que l'on voit, c'est que ces renseignements sont envoyés, par exemple, entre le Ghana et le Royaume-Uni, dans un format qui n'est presque pas utilisable. Et bien que nous souhaitions partager des informations, il faudrait les standardiser, les harmoniser pour qu'ils puissent être utiles et utilisables. On veut aussi augmenter la capacité locale à utiliser certaines données obtenues de l'étranger. C'est crucial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que cela nous amène à la fin de cette session. Je pense que nous avons ouvert une large ampleur d'outils fiscaux qui peuvent nous aider à réduire les écarts. Nous voyons que nous avons besoin d'une combinaison de différents outils fiscaux. Il n'y a pas de recette magique. Il faut aussi des systèmes de transferts fiscaux et d'autres politiques fiscales. Nous devons également sensibiliser sur ces questions, augmenter la transparence. Vous avez tous parlé des gouvernements également. Donc tout cela est important. Il faut prendre en compte l'importance des compromis politiques. Et je pense que c'est ça le défi. Il y a toujours différentes options et nous avons eu un bon exemple de cela lorsque nous avons parlé des taxes sur la richesse, notamment des impôts sur la richesse. Je souhaite remercier nos trois orateurs pour ces excellentes discussions et je souhaite également remercier toutes les personnes en ligne. Merci à tous. Au revoir.